Tu es fatigué, faut te décider. Décide-toi mon pote, ta vie t'attend. Ok, bonjour et bonsoir très chers amis auditeurs de Moyen Radio. Bienvenue à ce 36e numéro de Challenge Parlons-en avec pour invité M. C.I. Clément, voilà, qui va venir nous parler ce soir de la culture électorale en Côte d'Ivoire. Voilà, comme on s'est dit son thème, je vais le dire, il dit les Ivoiriens et la culture électorale. Voilà, donc notre invité est bel et bien là avec nous. Il va nous édifier sur ce thème-là. Comment est-ce que les Ivoiriens comprennent les élections? C'est vraiment important qu'on en parle parce que tout à l'heure, avec monsieur Marcel Sia, c'était vraiment compliqué. On a compris que c'est une gangrène et que le problème vient depuis là-haut. Et donc, si le problème vient depuis là-haut, c'est dit que nous avons un problème de culture électorale. Et c'est pourquoi monsieur Seyi est ici avec nous. Monsieur Seyi qui va lui-même se présenter, il est le président de l'ONG DPACI. Et DPACI, c'est Désir de paix et d'avenir en Côte d'Ivoire. Monsieur Seyi est connecté avec nous depuis Paris et il est sûrement 22 heures là-bas. Donc, chers amis, nous allons parler avec monsieur Seyi pour 1 heure et vous aurez le temps de lui poser toutes vos questions après son exposé. Voilà, donc je suis Charlène Moussou. Bonjour et bonsoir. Monsieur Seyi, vous avez le micro. Merci beaucoup, Charlène, merci beaucoup. C'est tout un honneur pour moi. Alors, je me présente, je suis M. Clément Seyi, je suis président fondateur de Désir de paix et d'avenir en Côte d'Ivoire, en abrégé DPACI. Je suis ivoirien, type d'ethnie ouest, donc de l'ouest montagneuse de la Côte d'Ivoire, et je réside en France, à Paris. Mon ONG DPACI est une ONG qui milite pour la paix et la cohésion nationale dans notre pays. Dans l'intitulé déjà de l'ONG, il y a 2 volets. Il y a le volet Désir de paix, qui parle effectivement de paix, et le volet Désir d'avenir, qui est le côté social. Mais aujourd'hui, nous parlerons spécialement du volet Désir de paix. La mission de Désir de paix tourne autour de 3 types de cultures que nous estimons primordiales pour l'épanouissement et l'émancipation de notre population. Il s'agit de la culture patriotique pour apprendre à nous aimer, à aimer ce que nous sommes, à aimer ce que nous avons et à les mettre en valeur. Il s'agit de la culture citoyenne pour apprendre à aimer et à gérer la chose publique, à observer le civisme dans tous les domaines de la vie, à combattre la corruption, l'injustice et bien d'autres. Et enfin, il y a la culture électorale pour avoir une connaissance plus large dans les domaines des élections, de la démocratie et de la politique, surtout celle qui a trait au pouvoir d'État. Oui. Et donc, le sujet d'aujourd'hui concerne effectivement la culture électorale, plus précisément les Ivoiriens et la culture électorale. Car c'est le chantier que nous explorons actuellement, parce que nous estimons que le manque de cette culture constitue l'un des problèmes majeurs de notre pays, la Côte d'Ivoire. Voilà. Et donc, en 1 minute, je vais essayer de vous expliquer un peu comment est né tout ça. Et donc, au sorti de la crise post-électorale de 2010-2011, précisément en octobre 2011, alors j'ai pris contact avec l'un de mes cousins qui vit aux États-Unis, M. Jules, que je salue au passage, pour qu'ensemble nous trouvons une petite solution à nous, à notre contribution au retour à la paix de notre pays, après ce qu'elle a vécu. Donc, nous avons fait un premier diagnostic avec pour référence de 1990, 90 qui est l'année du pluralisme politique en Côte d'Ivoire. Et donc, à l'issue de ce diagnostic, nous avons détecté 4 grands points, c'est-à-dire tous les présidents de 90 jusqu'à date sont tous sortis par la petite porte avec la honte. Ça, c'est un constat. Il n'y a jamais eu de passation de charge à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Un autre constat. À chaque élection, la Côte d'Ivoire contre ses morts. Un autre constat, parce qu'en 1995, on a eu 30 morts avec le boycott actif. En 2000, il y a eu 300 morts. En 2010, on a eu 3000 morts. C'est comme si à chaque élection, il fallait multiplier par 10 le nombre de morts des élections passées. Vous voyez? Et le dernier point, c'est que tous les présidents élus ont tous eu des problèmes de légitimité vis-à-vis du peuple. C'est bizarre. Donc c'est ainsi que nous avions effectué des recherches quant aux résultats des élections dans notre pays. Depuis notre association multipartite en 90, et les résultats sont sans appel, incroyables. Suivez ces comparatifs, s'il vous plaît. Vous savez, en 1990, il y a eu 3 49 Ivoiriens qui ont participé effectivement à cette élection de 1990. Alors, je vais comparer ce chiffre-là en 2020, notre dernière élection. Alors, en 2020, 30 ans après, les Ivoiriens sont encore 3 millions à voter. De vous à moi, il y a problème. 90, 3 millions. 2020, 3 millions. Comme si les naissances sont arrêtées, comme si les âges n'augmentent pas. En tout cas,
comme si rien ne bouge dans la vie de la Côte d'Ivoire. Ensuite, un autre comparatif, en 2000, il y a eu 5 475 Ivoiriens qui étaient inscrits sur la liste électorale pour voter. Et 10 ans après, c'est-à-dire en 2010, cette élection-là, cette élection de 2010 qui a connu un tapage médiatique jamais égalé en Côte d'Ivoire, cette élection de 2010 où, pour faire la carte d'identité, pour faire les audiences foraines, tout était gratuit. Une élection où aucun parti politique n'a lancé un mot d'ordre. D'ailleurs, ils ont tous bâti campagne pour que tout le monde participe à cette élection. Alors, le chiffre des inscrits sur la liste électorale, ça dit ceux qui étaient concernés par cette élection de 2010, 5 784. En 2000, 5 475. 10 ans après, on refait un autre enrôlement, un autre inscription sur la liste électorale avec les cas d'entrée, les inscriptions, les audiences foraines, tout gratuit, 5 784 Ivoiriens. C'est-à-dire qu'environ 300 000 Ivoiriens qui ont augmenté ce chiffre en 10 ans. Mais je vais encore plus loin parce que même notre référendum, celui de 2000, a enregistré 2 800 Ivoiriens pour le référendum de 2000 et celui de 2016, 2 600, même pas 3 millions. Mais pour terminer, je vais vous faire un petit comparatif avec le résultat du Ghana. Le Ghana voisin, leur dernière élection en 2020, il y a eu 17 millions d'inscrits sur la liste électorale. Pourtant, le Ghana a presque la même population que nous, hein. Mais 17 millions inscrits sur la liste électorale, là où nous on fait 6 millions. 6 millions, 7 millions. Et le Ghana, il y a eu 13 millions de votants, là où nous avons 3 millions ou moins. Mais ce qui est encore surprenant, c'est que celui qui a perdu les élections au Ghana les a perdu avec 6 millions de voix. 6 millions qui constituent le collège électoral de la Côte d'Ivoire. Donc, quand on voit tout ça, on se dit, mais attendez, on dit qu'on vote, on voit nos voix, mais est-ce que réellement les Ivoiriens votent? C'est là la question. Donc, voilà pourquoi nous avons décidé de parler de culture électorale, pour instruire les Ivoiriens à connaître leurs droits et devoirs. Donc, le sujet d'aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, c'est la culture électorale. Qu'est-ce que c'est la culture électorale? Alors, la culture électorale, la culture électorale est une éducation, un comportement, une façon de vivre, un état d'esprit. Vous me parlez? Alors? On vous écoute, monsieur C. Très bien, merci. Voilà. Donc, la culture électorale est une éducation, un comportement, une façon de vivre, un état d'esprit et du civisme. Quand on a cette culture-là, il y a beaucoup de choses qu'on peut éviter. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut même plus se permettre de faire. Et c'est pourquoi nous avons décliné, pour mieux faire comprendre, faire passer notre message, cette culture électorale en 7 grands points. Alors, le premier point de la culture électorale, c'est que l'inscription sur la liste électorale est un droit et le vote un devoir. C'est-à-dire, quand tu as cette culture électorale, dès que tu as fait 18 ans, l'inscription sur la liste électorale devait être une préoccupation pour toi. C'est comme dans nos traditions, hein, pour rentrer dans le bois sacré quand tu as 18 ans, pour participer au fait des générations quand tu as 18 ans, pour montrer que tu es homme. Effectivement, quand tu es issu d'une nation, dès que tu as 18 ans, tu dois savoir que tu vas participer aux décisions de ton pays. Choisir qui doit diriger, qui ne doit pas diriger. Et donc, tu dois t'inscrire sur liste électorale. Ça n'a pas besoin de te manager pour ça. Quand tu as cette culture électorale, c'est comme ça que tu réfléchis. C'est vrai que dans les pays développés ici, on ne fait pas de couverture, on manage personne. Dès que tu as 18 ans, tu trouves ton truc, ta carte dans ta boîte aux lettres. Mais eux, ils sont à un certain level de l'informatique, de l'internet. Hein, nos pays encore ne sont pas encore assez poussés dans l'internet, nos états civils ne sont pas aussi informatisés, donc on n'est pas encore arrivé à ce stade. C'est pourquoi nous demandons à tout un chacun de prendre conscience. Dès que tu as 18 ans, il faut que tu aies ta carte d'électeur pour pouvoir décider pour ton pays. Aussi, il faut avoir une notion de l'importance de l'enrôlement. L'inscription sur la liste électorale. Il faut avoir aussi une notion de l'importance du vote, les composants du vote. En tout cas, il faut connaître tout ça quand tu as la culture électorale. Ça doit faire partie de ton éducation, quoi. Ensuite, le deuxième point, il faut bannir, quand tu as fait culture électorale, il faut bannir de tes habitudes le trafic d'électeurs, l'achat de conscience et mettre en exergue ton programme de société. Parce que c'est ton programme de société, il fera de toi un gagnant ou bien un perdant. Lorsqu'on a la culture électorale, seul notre programme de société peut nous faire gagner l'élection. Et non notre ethnie, notre région, notre religion ou encore la profondeur de notre poche. Quand tu as cette culture électorale, voilà comment tu dois réfléchir. Il faut éviter le régionalisme politique. Du genre, les nordistes, ce sont RADP, les ressortissants du centre de PDCI, les hommes de l'Ouest, c'est FPI ou bien PPACI. Aussi, il faut reconnaître que la politique, c'est un métier. Mais cependant, dans notre pays, sous notre pays, il faut avoir de l'argent. Hein. Nous sommes encore au stade où il faut être riche pour avoir une bonne carrière politique. Mais ça doit s'arrêter parce que c'est pas ça. Qu'on doit garder comme exemple. Voilà. Troisième point, on ne se fait pas justice. On ne se fait pas justice et on accepte le verdict lorsque les voies de recours sont épuisées. Effectivement,
quand tu vas à une élection, quand les voix de tu n'es pas d'accord, tu fais des recours, tu ne fais pas justice. Ça se fait pas. C'est pas normal dans la vie active, c'est comme ça. Voilà. Donc, faut éviter de se faire justice. Troisième point, une élection ne se gagne pas à l'applaudimètre ou par le populisme, mais bien entendu dans les urnes. Une victoire électorale commence par l'inscription sur la liste électorale. C'est comme ça. C'est pourquoi on parle toujours de deux types de militants. Il y a les militants de quantité, celui-là même qui est là en train de répondre à tous les appels, les marches, les meetings, mais quand on parle de vote, il est absent. Et le militant de qualité, celui-là même qui répond à tous les appels de son parti, mais quand il s'agit de voter, il a juste sa carte d'électeur, il va voter pour porter son leader au perchoir. Voilà. Donc, une élection, ce n'est pas parce que vous avez rempli une salle, une grande salle, un stade, que forcément, ou bien vous êtes bien connu, populaire, que vous allez forcément gagner une élection. Non, pour gagner une élection, il faut d'abord commencer par la carte de départ, l'inscription sur la liste électorale, ensuite aller voter. Voilà. Le cinquième point, l'élection constitue le seul et unique moyen d'accéder au pouvoir d'État. Voilà. Pour être président, il faut passer par l'élection. Point. Tout le reste, ça ne se fait pas. C'est pas légal. C'est vrai que, vous savez, dans le temps, il y a des pays, nous reconnaissons que des grands peuples ont connu la stabilité démocratique grâce à des soulèvements populaires avec son cortège de morts et de blessés. C'est vrai. Mais ça, c'était avant. Et à cette époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de caméras, vidéo et tout le reste. Il n'y avait pas de Facebook, de YouTube et tous les réseaux sociaux qui puissent exister aujourd'hui. Nous, on a cette chance aujourd'hui de bénéficier de cette technologie évolutive, mais on est encore surpris de voir nos élites, nos aînés, politiciens, s'agripper aux vieilles méthodes rétrogrades sources de désolation. Et ça, c'est déplorable. Voilà. Le sixième point, alors, il faut considérer l'autre comme son adversaire et non son ennemi. Effectivement, un ennemi, il est prêt à tuer. Un ennemi, il est prêt à faire du mal à son prochain. Alors qu'un adversaire, c'est quelqu'un, c'est au cours d'un jeu. Hein? C'est au cours d'un jeu ou d'une discussion, on peut parler d'adversaire. La politique est un jeu faisant appel à des débats contradictoires d'idées. De même, une campagne électorale aussi est un jeu. Ça veut dire, quand tu prends un match à Centrafrica, au cours du match, pour avoir le gain du match, les joueurs s'insultent, se donnent des coups de tête et consorts. Mais à la fin du match, ils se saluent. Et puis, ils se retrouvent aussi dans les bistrots pour boire ensemble. Donc, c'est aussi comme ça la politique. Tout ce qui est en politique, ce qui est dans la campagne, ça reste dans la campagne. Et la vie continue. C'est pourquoi des couples peuvent appartenir à des partis différents, mais vivent ensemble. Nos collègues de bureau, pareil. Donc, il faut être plutôt des adversaires que des ennemis. Le dernier point, c'est comment adhérer à un parti politique. Pas comment, mais on adhère à un parti politique à cause de sa vision, son idéologie et ses valeurs. Oui, il faut éviter le culte de la personnalité. On adhère à un parti politique parce qu'on aime la vision de ce parti, on aime l'idéologie de ce parti. C'est vrai, quand il y a un parti politique, un président, tout le monde se reconnaît ce président, mais ça, c'est le temps de sa mandature. Quand son mandat finit, celui qui arrive, c'est de l'autre. Une fois, on se met dans une position de fanatisme, alors là où il y a le fanatisme, il n'y a plus de raison. Donc, il n'y a pas de démocratie. Et c'est sur ces mots-là, je vais terminer pour vous dire que ne pas voter, c'est se condamner d'une certaine manière à se taire et à s'interdire ensuite de protester. Comme il y a des questions, on pourra mieux se comprendre. Merci beaucoup, Chanel. Merci bien, Monsieur Sey. Merci pour cette très belle exposé qui, au même moment, vous expose un peu seulement. Donc, ma première question est la suivante. Donc, vous étiez en train de dire que vous avez donné un genre de votants, d'électeurs, c'est ça, de votants, c'est ça? Oui, vous parlez de militants de quantité et de qualité. Revenez un peu sur la définition du militant quantifiable. D'accord, ok. Donc, je disais qu'il existe deux types de militants. Il y a les militants de quantité. Ceux-là, ils répondent à tous les rassemblements, meetings, conférences, sittings, marches, etc. En tout cas, tous les appels du parti. Et autres, même malheureusement, ils brillent par leur absence sur la liste électorale et dans les bureaux de vote. Ça, c'est les militants de quantité. Maintenant, opposé à ceux-là, il y a les militants de qualité. Ceux-là, en plus de répondre aux appels de leur parti, mais ils veillent à obtenir leur carte d'électeur et à aller voter parce que c'est par ce seul moyen qu'on peut porter son leader au perchoir. Voilà qui est bien dit. Et j'ai beaucoup aimé la définition que vous avez donnée à ces deux types de militants. Et c'est naturellement, ça répond naturellement à notre thème d'aujourd'hui, la culture la culture électorale. Et voilà. Je vais même compléter pour vous dire, excuse-moi, je vais compléter pour vous dire que le poids politique d'un politicien ou d'un parti politique ne se résume pas à sa dextérité à mobiliser. Non, mais c'est aussi son résultat à une élection. Si on a vu ça en France, lorsque, comment s'appelle Macron, il a gagné, il était vainqueur
sur Marine Le Pen, ben, tout le monde était unanime que Marine Le Pen était numéro 1 de l'opposition. Voilà. C'est parce qu'elle est arrivée en deuxième position. Après, elle est partie en première chose qu'elle est devenue numéro 1 de l'opposition. Donc, son résultat aussi fait partie de son poids politique. Voilà, c'est pas parce qu'on fait faire rassembler Mélenchon ici, il rassemble, il parle, il est très, très actif, mais le numéro 1 ici en France, c'est Marine Le Pen, parce que c'est elle qui allait en finale avec Macron. Merci. D'accord. Mais justement, moi, je voulais demander, dans le cas de la Côte d'Ivoire ou dans le cas de l'Afrique, c'est vrai que très souvent, on dit que nous avons très souvent là-bas des militants de quantité. En tout cas, ils sont présents à tous les meetings, ils sont présents à tous les rassemblements, ou bien à tous les appels, à tous les marches. Mais cependant, au moment de voter, ils ne vont pas. Mais l'expérience aussi a démontré, parce que les médias publics décident de montrer ce qu'ils veulent montrer. Mais dans le fond, par exemple, on va prendre l'exemple des élections municipales qui se sont passées récemment le 2 septembre, avant la répétition du 2 décembre. Celui qu'on appelle l'officiel, le 2 septembre. On a vu comment les gens ont jeté les bulletins, les gens ont brûlé, par exemple, pour celui du 2 décembre, à Ferké, ils ont brûlé toute la CEI, ou bien je sais pas quoi, en tout cas, avait été brûlé à Ferké. Quand on a affaire à des choses comme ça, est-ce qu'on peut dire que ce sont des militants qui n'ont pas la culture électorale? D'où vient le fait qu'on peut brûler les bulletins? Et aussi, est-ce que le découpage électoral, est-ce que aussi ça favorise? On aura beau eu la culture, mais si le découpage est fait de façon arbitraire, les gens ne seront pas satisfaits des résultats. Qu'est-ce que vous dites de ça, monsieur Sey? Alors, déjà, au niveau du découpage, effectivement, on est tous unanimes. Le découpage, il est injuste. Il est injuste. Il y a un côté qui est favorisé. Il y a une partie de la Côte d'Ivoire qui est favorisée par rapport à d'autres parties. Moi, je suis de l'Ouest, donc je sais de quoi je parle. Et ça, j'ai défendu ça sur plusieurs plateaux télé ici à Paris. En tout cas, sur ce point, on est d'accord. Le découpage, il est injuste. C'est vrai que quand vous posez la question de cette façon, moi, j'aurais plutôt souhaité que prendre un truc global, c'est-à-dire on parle de l'élection présidentielle. Alors, quand on parle de l'élection présidentielle, on ne parle plus de découpage, même pas de découpage. C'est tout l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Et donc, quand c'est comme ça, effectivement, il faut avoir la culture électorale. Il ne faut pas se faire justice. Il faut battre campagne pour ton programme de société que de pouvoir distribuer de l'argent aux gens pour acheter la confiance. Maintenant, quand on parle des élections locales, bon, ça, c'est du face to face. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va au contact de sa population. Là, c'est du direct. Et donc, tout ça, ça résume, ça part déjà des liens que vous tissez avec votre population, que votre parti tisse avec la population. Mais à base de ça, il faut aussi de la culture électorale, parce que c'est aussi du civisme. Pourquoi un individu peut aller déchirer, brûler un bureau de vote? Pourquoi? Si tu n'es pas content, mais tu fais ton recours. Tu n'as pas à brûler un bureau de vote. Même dans la vie courante, quand tu te fais justice, tu perds ton droit. Donc, si effectivement les Ivoiriens, ils avaient cette culture électorale-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui allaient quand même diminuer. Bon, maintenant, les cas comme les Ferké, ça c'est des cas spéciaux. On ne peut pas généraliser. On ne peut pas généraliser. Quand on parle de Ferké, on sait de quoi on parle. On ne peut pas généraliser. Sinon, les dernières élections... Monsieur Sey, je vais vous demander, on parle de quoi? Quand on parle de Ferké, on parle de quoi? Je vais carrément tomber dans la politique. Pourquoi vous évitez Ferké? Non, parce qu'il faut qu'on... Non, je n'évite pas. Je n'hésite pas. Je veux dire, Ferké, c'est chez M. Sow Diom. Et c'était une élection qui était opposée et il y a ce petit truc qui existe dans cette région. Donc, s'ils se sont opposés, se sont battus, enfin, ils ont brûlé les choses. Ça, c'est pourquoi je dis, c'est spécial, on ne peut pas généraliser ça sur toute la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je pense. D'accord, c'est bien répondu. On va prendre rapidement Picheri Balé qui a une question pour vous. Picheri, allez-y. Ok. Merci beaucoup, M. Sey. Merci, Charlène, pour ce sujet qui est vraiment d'actualité et qui est très important. Moi, je voudrais surtout apporter une contribution avant de poser ma question, si vous le permettez. Rapidement, je voudrais dire que
on a un problème de culture électorale parce que la plupart même de nos partis politiques eux-mêmes ne sont pas démocratiques. Parti politique fait le culte d'une personnalité donnée. Et quand on a des slogans dans le genre on gagne ou on gagne, ça prouve que les responsables des partis eux-mêmes n'ont, et comme ils ne forment pas leurs militants, ça crée beaucoup de dérives. Et donc c'est nécessaire qu'on aille sur le terrain. Parce qu'en général, les gens attendent la veille des élections pour aller vers les militants, pour aller vers les populations, pour leur parler. Nous pensons que c'est en 2024 là qu'il faut s'évertuer à aller vers les populations. Parce qu'avec le taux d'analphabétisme, il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. Et même ceux qui sont lettrés et diplômés, il y a beaucoup de choses qu'ils ignorent également. Donc la sensibilisation sur la culture électorale, sur tout ce qu'on doit faire en période d'élection, là, c'est maintenant que ça doit se faire. Ma question pour M. CI, c'est par rapport au contexte actuel. Est-ce que, objectivement, avec les institutions que nous avons, notamment la CEI et le Conseil constitutionnel, est-ce que M. CI pense que avec la composition actuelle de la CEI et du Conseil constitutionnel, on peut garantir le respect de cette culture électorale-là en 2025 par toutes les parties, hein, pas seulement les populations, mais même les leaders politiques aussi sont concernés. Merci. Merci, Picheri. Bon, le Conseil constitutionnel, je ne vais vraiment pas m'attarder dessus parce que je ne vais pas m'attarder dessus. Je pense que, quel que soit, c'est-à-dire celui qui arrive au pouvoir, il met quelqu'un, il faut juste se faire confiance à nos institutions. Mais là où je vais m'attarder, c'est la CEI. C'est la CEI. Parce que, d'abord, voilà une commission qui, depuis son existence, pour moi, n'a pas encore fait bon travail. Parce que en 2000, elle existe depuis 2000. Sa première élection, c'était l'élection où il y a eu la victoire de Laurent Gbagbo. Mais là aussi, on a eu deux présidents. On a eu des morts, des cas. En tout cas, on a eu beaucoup de dégâts. La deuxième élection de notre commission électorale, c'était en 2010. On a eu 3000 morts. On a eu des charniers partout. En 2020, on a eu encore plein de choses. Donc pour moi, franchement, pour une institution qui prend au moins 57 milliards du contribuable ivoirien, qui organise une élection, et puis chaque fois la Côte d'Ivoire contre ses morts, pour moi, elle doit plus exister. Ça, c'est clair. Maintenant, à côté de ça, bon, les partis politiques, ça nous suce. Mais par contre, ces mêmes partis politiques luttent pour militer dedans, pour occuper des vice-présidents. Les politiciens de Côte d'Ivoire, moi, je ne les comprends pas. Je ne les comprends pas. En même temps, on ne veut pas dire quelque chose, mais on lutte pour rentrer dedans. C'est quoi la dernière fois, j'ai même à Picheri, était à une émission où j'ai évoqué ça avec elle. Mais je pense que il faut retourner à l'ancienne base, pour moi. Dans toutes les grandes démocraties, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise. Au moins, il y a un ministre de l'Intérieur que l'État paye déjà, et que le contribuable paye. Il suffit juste de faire confiance à nos institutions, et puis, ça va aller. Mais on met une institution là qui prend tout l'argent du contribuable, mais qui ne fait absolument rien, que son résultat il est négatif. Depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, plus combien d'élections, il n'y a qu'en 2015 qu'il n'y a pas eu de dégâts. Mais sinon, toutes les autres élections qu'elle a organisées, les Ivoiriens ont continué, la Côte d'Ivoire a compté ses morts. Et moi, même si les partis politiques ou les leaders politiques sont responsables, mais la CEI, que c'est elle qui est responsable, c'est elle qui est chargée d'organiser l'élection. Si ça se passe mal, c'est elle qu'on doit accuser en premier avant d'accuser que ce soit après. Voilà. Donc pour moi, il faut retourner au ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, je vais vous rappeler quelque chose. Donc, Monsieur Sey, oui. Donc rapidement, on pourrait dire que c'est pas que les Ivoiriens manquent d'une quelconque culture électorale. Les Ivoiriens sont suffisamment lettrés ou bien ont suffisamment compris c'est quoi les élections. Est-ce qu'on peut dire ça? Après le fait que vous jetez le blâme sur la CEI. Non. Effectivement, il faut reconnaître, même les simples disent que mon peuple périt par manque de connaissances. Tout à l'heure, Picheri Balère a parlé de taux d'analphabétisme. Effectivement, les politiciens, ils savent. Quand je parle de culture, tout ce que je dis là, ils connaissent, ils savent. Mais ils font exprès, ils veulent maintenir ce peuple-là dans l'ignorance pour mieux les affaiblir. Mais non, le jour, notre population, moi-même les politiques, ça ne m'intéresse pas trop. Mais c'est cette population-là, surtout rurale, ceux-là, quand ils vont comprendre, ils vont connaître leurs droits et devoirs. Quand ils vont connaître ça, je vous assure que les politiques vont changer de langage. Quand notre peuple sera mature, quand notre peuple sera bien émancipé, le politicien va changer de langage. Donc, effectivement, la culture électorale, elle est très importante. Maintenant, à côté de ça, mais la CEI, c'est vrai, c'est pas parce que dans toutes choses, il y a rien de parfait,
dans ce monde. Il y a toujours des imperfections. Mais la culture électorale, c'est vraiment un manque à gagner chez nous. C'est vraiment, le manque de cette culture-là, c'est très important. Voilà. Donc, pour terminer avec la question de Chéri Balé, je voulais dire en 2000, lorsqu'on nous envoyait la création de la commission électorale. Mais moi, je pense que nos opposants ont fait un mauvais calcul. Parce que à cette période-là, 2095, 97, 2000, la Côte d'Ivoire, l'opposition était un peu, comment on appelle ça, majoritaire en Côte d'Ivoire. Mais lorsque le ministère de l'Intérieur organise l'élection, qui est dans les bureaux de vote? Mais c'est les fonctionnaires d'État de Côte d'Ivoire qui sont à l'intérieur, qui sont dans les bureaux de vote. Et qui étaient ces informations? Le plus gros contingent, c'est les enseignants, les insisteurs, les professeurs. Mais rappelez-vous, Chéri, à cette période, 95, 96, 2000, mais le plus gros contingent enseignants, professeurs, insisteurs, c'était tous de l'opposition. Et c'est eux qui allaient occuper les bureaux de vote. Le vote, si on était resté plus en ancienne méthode et que c'était le ministère de l'Intérieur qui organisait. Donc, c'est comme si on avait les militants de l'opposition qui allaient occuper les bureaux de vote. Donc, il y avait déjà de l'équilibre. Mais ils n'ont pas vu ça. Le manque de confiance entre nous a fait qu'on dit non, on n'a qu'à envoyer une commission électorale. Comme si celui qui allait diriger cette commission-là, il venait d'ailleurs. Comme si ce dernier n'avait pas, il ne peut pas avoir d'acquaintance avec un président qui est au pouvoir. Par exemple, ils ont fait l'enfance ensemble, ils sont des mêmes ethnies, ils ont fréquenté ensemble, il a été nommé sous tel mandat, pour des acquaintances, pour pouvoir mettre la crédibilité dans les institutions en doute. La Côte d'Ivoire est un peu difficile quand même. Voilà ce que je peux te dire. Merci. Je suppose que notre fait est satisfaite. Monsieur Sey, je vais vous poser des questions venant de notre auditoire. Oui. Je vais poser la question du frère Yangoran. Il dit que Yangoran est le Zoom ici avec nous. Il dit bonsoir à tous. Je voudrais savoir si le manque d'engouement pour le vote n'est pas dû à la mauvaise gestion de nos institutions et leur manque de crédibilité. Que dites-vous à cela? Et aussi, il y a monsieur Eddy qui dit que, mais est-ce que l'argent aussi ne circule pas dans les élections municipales et législatives? Allez-y. Alors, effectivement, déjà, le fait même qu'il y a un manque d'engouement dans les votes et tout ça, c'est sa question, hein? Oui. C'est ça sa question. Oui, voilà. C'est sa question. Le fait qu'il y a un manque d'engouement, d'abord, à la base, les Ivoiriens n'ont pas été préparés à ça. En 90, lorsqu'on devenait un pays multipartite, on ne nous a pas préparés à aborder cette aventure-là, à rentrer dans cette aventure. Ça ne veut même pas ce que c'est. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas cette culture. Depuis 1970 jusqu'en 90, il y avait un seul parti, et donc tout le monde sait comment les votes se passaient. Donc, il n'y avait pas de pluralisme électoral en Côte d'Ivoire. Donc, en 90, lorsqu'on abordait ce chapitre-là, on ne nous a pas préparé à cela. Donc, on n'a pas cette éducation-là, on n'a pas cette notion-là. Déjà, ça, c'est un premier problème. Maintenant, le second problème, c'est que, alors, lorsqu'on est rentré dans le multipartisme, il y a eu beaucoup de facteurs qui ont fait que les Ivoiriens ne se donnent plus aux élections. Enfin, ils se donnent plus. Pourquoi? Alors, premier, il y a l'avènement du boycott actif. Ça, c'est la cause du manque de l'engouement. L'avènement du boycott actif. Depuis 1995, les Ivoiriens, ils ont adopté une nouvelle technique qui est quand il n'est pas content, il faut qu'affiner. Fais-toi justice, mets-toi à l'aise. Et effectivement, jusqu'aujourd'hui, ça continue. Second point, il y a les préjugés. Quand il y a une élection, on nous dit les dés sont pipés. Voilà. La politique et la population sont arrivées à se convaincre que c'est la France seule qui nous impose notre président. À partir de cet instant, des idées préconçues sont nées. Les dés sont pipés, le système est biaisé, le président est déjà connu, donc ça ne sert à rien d'aller à un vote. Ça, c'est rentré dans notre esprit. C'est comme si on a coulé ça dans notre esprit et on vit avec. À côté de ça, il y a aussi le problème des extraits de naissance. Parce que dans nos villages, partout, il y a beaucoup qui n'ont pas d'extrait. Plusieurs de nos compatriotes n'ont pas d'extrait de naissance ou possèdent des extraits de naissance qui ne sont pas légaux. Voilà. Il y a ça aussi. Ensuite, il y a la mauvaise foi politique des élus. Aujourd'hui, la magouille des enrôlements opérés par la complicité des agents, parce que vous savez, il y a des agents recenseurs. Je me rappelle très bien. Quand on les envoie recenser, si, par exemple, le parti au pouvoir, quand les gens vont aller, on recense les gens qui sont censés être du parti au pouvoir et puis après, les gens disparaissent. Donc, ceux qui ne sont pas du pouvoir, là, qui ne sont pas du parti au pouvoir, ceux-là, ils ne sont pas enrôlés. Et il n'y a plus personne, tout le monde est parti, ils sont partis. Et ça existe. Ça, c'est de la magouille. Il y a des élus locaux aussi qui n'habitent pas leur commune et quand ils sont élus, ils ne viennent tous jamais là-bas. On ne les voit plus. Pour les rencontrer, c'est compliqué. Et les promesses
électorales qui ne sont pas tenues, des élus qui sont inaccessibles, et puis il y a la violence en politique. Vous savez, depuis 1990, de nombreux mots et expressions ont fait leur apparition dans le siège politique ivoirien. Boycott, marche de protestation, casse, combat, combattant, lutte, ivoirité, coup d'État, xénophobie, rébellion, patriotisme. Tout ça, c'est des choses qui sont dans notre tête aujourd'hui. Ça fait que, même moi, quand je parle de ce que fait mon ONG, je dis jamais mon combat. Non, je dis ma mission. Parce qu'aujourd'hui, quand tu dis mon combat, c'est temps. Pour eux, quand on dit mon combat, il faut bander les muscles, il faut avoir des paroles et tout ça. Donc, je dis, ça fait mon combat, je dis, ma mission est. Et ça, ça fait partie des choses qui vont ralentir un peu l'engouement. Et puis, il y a la méconnaissance du vertu du vote. Donc, voilà un peu que je peux citer pour répondre à sa première question. Maintenant, la deuxième question, c'était quoi exactement, Charlène? Il y a M. Eddy qui disait, est-ce que l'argent aussi circule même pendant les élections municipales et oui, mais justement, je suis d'accord, mais c'est ce qu'on ne veut pas. C'est ce qu'on doit changer. Parce qu'en Côte d'Ivoire, alors, même si pour avoir une très bonne carrière politique, il faut avoir l'argent. Mais est-ce que c'est normal? C'est pas normal. C'est pas l'argent qui fait la politique. La politique, ça n'a rien à voir avec l'argent. En plus, la politique, c'est quoi? La politique, c'est la technique à adopter pour atteindre un objectif. Je reprends la technique à adopter pour atteindre un objectif. C'est ça la politique. Et partant de cette définition simpliste, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est à base de politique. Quand tu veux chercher du travail, tu as un entretien, tu te prépares pour qu'on t'embauche. Mais tu fais de la politique. Quand le planteur, il se lève pour aller au champ, il faut faire de la politique parce qu'il faut qu'il engraisse sa plantation, il faut qu'il mette des engrais. En tout cas, il doit faire tout ce qu'il faut. C'est sa politique pour que sa plantation produise assez. Mais cette politique qui a trop au pouvoir d'État, c'est pas tout le monde qui l'a fait. Non. Mais aujourd'hui, c'est comme, le président qui est au champ là, il pense qu'il est politique là. Il faut vraiment faire la différence. Sinon, l'argent circule, tout le monde prend. Mais comme je disais à l'un de mes amis la dernière fois, il dit, mais c'est pas parce que tu as fait que tu vas vendre tes dents. Parce que le monsieur t'a donné 10 000 francs. Les 10 000 francs qu'il t'a donné là. Faut diviser ça, diviser ça en 5 ans, et puis c'est que tu as trouvé là-bas, tu as 2 000. 2 000 là, faut diviser ça en 12 mois. Pour voir ce que ça devient par mois dedans. Mais sache que quand il va gagner là, les 10 000 qu'il a décidé là, il n'a pas payé ça chez l'âme. Il va remettre en place. Et toi, tu as déjà eu pour toi et tu as déjà payé. Donc tu n'as rien à lui demander. Donc, c'est des choses qu'il faut comprendre. L'argent circule, mais c'est pas normal. Quand il y a élection, que chacun regarde, c'est que celui qui est le maire qui va être élu, qu'est-ce qu'il a comme programme? Qu'est-ce qu'il va venir faire pour vous? Voilà. Le président qui est candidat, quel est son programme de société? C'est ce qu'on doit regarder, mais pas l'argent. D'accord. On va prendre une autre question de Nyangora encore, Nyangora Angelina, qui dit que est-ce qu'un peuple peut être mature ou éduqué sans qu'il y ait une volonté politique? Sans qu'il y ait une volonté politique, mettre les moyens ou l'environnement favorable à cela. Est-ce que vous avez compris? C'est une très belle question. Allez-y. J'ai compris, oui, j'ai compris. C'est une très belle question. Elle demande si par exemple, si l'État n'a pas de programme pour rendre le peuple mature, c'est ce que je comprends. Oui. Moi, c'est ce que je comprends. Allez-y. Bon, je pense que la maturité d'un peuple, c'est d'abord individuel. Moi, j'appelle ça toujours la révolution des mentalités. C'est d'abord individuel avant d'être collectif. Vous voyez, je vais vous donner des exemples. Moi, quand je vais dans mon village, je suis surpris que les parents qui sont au village, là, ils vont au marché pour acheter gombo, pour acheter manioc, pour acheter banane, pour acheter tout ça comme s'ils sont à Abidjan. Et un jour, j'ai demandé à la femme de mon frère, mais tu achètes ça là-haut, dans la mer, qui vend ça ici? Mais c'est les femmes venues d'ailleurs, du nord, du centre. Et ces femmes-là, c'est eux. C'est-à-dire, c'est les parents qui ont donné la forêt pour travailler dedans. Et puis, c'est dans cette forêt, eux, ils cultivent leur manioc, leurs bananes pour venir leur vendre. Et ils sont assis au village. Ça, là, on a besoin du pouvoir pour venir vous éduquer à ça. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin du pouvoir pour venir vous éduquer à ça. Vous êtes au village, vous avez la forêt à côté, et puis vous allez au marché. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple. Vous savez, quand je suis parti à Abidjan une fois, et je partais au village, j'ai fait dans un magasin, et puis je voulais acheter du riz. Et j'étais très étonné de voir un sac de riz, un rangé, un sac de riz local. Ah, j'ai pas hésité, j'ai pris ça. Et puis, il y avait un jeune couple à côté qui ont pris du riz parfumé. Et je leur ai demandé, mais pourquoi vous ne prenez pas le riz local, vous le riz importé là, parfumé? Il dit non, le riz là, l'eau local n'est pas raffiné. Il dit, mais il n'est pas raffiné, mais ton riz que tu achètes là, quand il quittait les champs là, il était raffiné. Il n'est pas raffiné. C'est parce que les gens ont acheté et que maintenant, ça a pris de la valeur, ils ont pu s'aménager au fur et à mesure. Tu as la chance d'avoir un produit local de chez toi. Mais tu préfères acheter ce qui vient d'ailleurs. Ça, là, on n'a pas besoin du gouvernement pour te mobiliser, pour te sensibiliser pour ça. Ça, c'est le patriotisme encore. Même aujourd'hui, dans nos pays, là, quand tu dois passer un concours, tu es obligé de financer pour gagner. Un policier aujourd'hui, il va t'arrêter. Même le chauffeur, là, le policier n'a encore rien dit, mais le chauffeur a dit déjà l'argent entre ses papiers pour aller donner au chauffeur, pour aller donner au policier.
le policier il prend une main dans la poche. Et puis il dit, allez, monsieur, au revoir. Pourtant, le gars n'est pas en règle. Mais on n'a pas besoin forcément de l'État. Le changement de la révolution des mentalités, c'est d'abord personnel, c'est d'abord individuel. Puis chacun fasse son meilleur culpa. Puis chacun fasse ce qu'il a à faire en tant que patriote, en tant que citoyen de ce pays. Mais c'est comme ça, on peut évoluer. Il y a une fois, Mamadou Koulibaly disait, c'est vrai, je veux qu'on change on ne veut plus de CFA. D'accord, je suis d'accord avec ça. Moi, je souhaite ça. Mais si on n'a pas changé de mentalité, le CFA, la nouvelle monnaie qui va arriver, ça ne peut pas nous servir. Mais c'est la vérité. On n'a pas besoin de l'État, forcément, pour changer de mentalité. Ceux qui vont vous donner 5 000, 10 000 pour les voter, là, mais est-ce que c'est l'État qui est derrière toi pour lui faire acheter? Il faut accepter. Même tant demain que tu payes 10 000, là, tu vas dans l'isoloir, là, tu es caché passé là-bas. Donc, le problème est d'abord personnel. Ce n'est pas forcément l'État. Tant qu'on n'a pas fait cette mutation, cette révolution de mentalité, ça sera compliqué pour nous. Et donc, c'est pourquoi tout à l'heure, j'ai cité les 3 cultures qui font partie de la mission de DPA. La culture citoyenne, la culture patriotique et la culture électorale. Voilà les 3 qui peuvent rendre un pays, un peuple émancipé. On n'a pas forcément besoin de l'État. Au contraire, c'est votre émancipation qui va faire plier l'État. C'est ça. Ici, dans les pays développés ici, eux, ils sont déjà à un autre niveau. Un président ne peut pas se permettre n'importe quoi parce que le peuple est émancipé. Le peuple est émancipé. C'est vrai, on me dira, bon, il y a eu des luttes avant. Oui, mais ces luttes-là, ça avance, ça avant, ils ont lutté avant d'arriver à cela. Mais au moins, nous, on a cette possibilité de voir comment, par où ils sont passés pour arriver. Donc, on n'est pas obligé d'aller commencer où ils ont commencé dans 500 ans avant. Donc, j'espère que Yangoran, elle est satisfaite de la réponse. D'accord. Yangoran, vous m'écrivez seulement en inbox là. Vous êtes sur le Zoom. Est-ce que vous pouvez prendre la parole? Elle me dit, je parle d'éducation politique et ce qui concerne la culture électorale. Monsieur Yangoran, est-ce que vous voulez prendre la parole? Et vous n'êtes pas satisfait? Bon, en attendant, on va prendre rapidement Monsieur Nda. Monsieur Nda, ouvrez votre micro, allez-y. Monsieur Nda, ouvrez votre micro, allez-y. Ok, je pense qu'on va revenir sur Yangoran. Yangoran dit, ok, Monsieur Nda, allez-y. Allez-y, Monsieur Nda, votre micro est ouvert. Oui, prenez la parole rapidement. Allez-y vite, les amis. On a 10 minutes de la fin. Alors, ok. En fait, c'est par rapport à la question de la dame là, et que le frère vient de répondre. Effectivement, sa réponse n'est pas aussi mal, mais je peux dire qu'il a répondu en partie. Parce que, en ce qui concerne la population, il a donné le cas par exemple, il a pris le cas d'un policier qui arrête un citoyen. Et avant même que le policier ne s'approche des citoyens, il vise l'agent dans le papier qu'il doit contrôler, que cela, c'est pas l'État qui va venir, c'est pas de la faute de l'État. Moi, je pense que, bon, c'est pas aussi vrai, c'est pas aussi faux, mais c'est pas aussi vrai. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire où nous sommes. Lorsque un policier te siffle, quelquefois tu as raison, tu ne vas pas aller quelque part et puis tu vas avoir raison. Je prends un exemple. Ils ont sifflé l'un de mes petits. Il avait tout au complet. Il avait porté son casque. Le policier dit pourquoi le casque n'a pas de visière. Et pour cela, on l'a envoyé. Parce qu'il voulait se jouer au dit, tout ça, il voit que quand on l'a envoyé à la police, arrivé là-bas, sa moto a fait 3 jours. Et à la fin, ils ont perdu la clé de sa moto. La fin n'est pas allée quelque part parce que le commissaire, parce que nous, on n'a pas quelqu'un pour nous soutenir, le commissaire a annulé la fin. Mais si, dans un état, comme il est en train de dire, qu'un policier fait quelque chose, ça ne va pas aller quelque part parce que sa hiérarchie va le protéger. Et cette affaire, supposons que vous allez à la justice et que je prends le cas des Libanais, il va soudoyer la justice, le pauvre citoyen n'a pas de raison. Mais quand tu vois ces antécédents-là, pour ne pas aller loin, tu es obligé, parce que peut-être je prends un exemple, il vit de sa moto, il est obligé s'il voit qu'il n'est pas en règle, il est obligé de glisser. Même s'il a en règle, il va glisser parce qu'il sait que quand il va le prendre là, ça ne va pas aller quelque part parce que tout est bouclé. Depuis là-haut, tout est bouclé. Mais s'il y a un état de droit et que cette affaire va quelque part et que soit qu'il y a une autorité, pourquoi ils vont enlever, je prends un exemple comme il est en train de dire, pourquoi ils vont enlever Al-Kessi, bien quoi là. C'est parce que ce dernier a commencé à sévir. Il a commencé à sévir les changements du côté de notre armée. Quand un simple civil, ça va porter plainte devant le tribunal militaire, le dernier tranche l'affaire de façon partielle. D'accord. Monsieur Nda, on vous a servi un peu, on comprend un peu ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes pas rentrer dans les détails,
vous êtes en train de nous montrer que il y a ce qu'on dit, mais sur le terrain, c'est carrément autre chose. Donc, on vous a saisi. Monsieur, allez-y, revenons sur le thème. Oui, j'ai vite répondre à monsieur Ndiaye. Alors, moi, l'exemple que je donne, je ne parle pas juste du chauffeur. Mais le policier, là, c'est un Ivoirien, c'est un être humain aussi, qui a besoin de mutation, de révolution de mentalité. Le juge qu'on va trouver là, lui aussi, c'est un Ivoirien qui doit être patriote. Donc, il a aussi besoin. Donc, c'est tout le monde, chacun à son niveau. Je ne dis pas le pauvre, je ne dis pas le paysan, non. Je dis l'Ivoirien, quel que soit ton rang social, tu dois avoir cette révolution-là en toi. Tu dois avoir ce grain de patriotisme à toi pour que tu puisses faire le truc correct. Un policier qui arrête les gens, tu as mis l'argent dans le papier, le tu as donné à tu dis au monsieur, non, tu n'es pas en règle. Ce policier doit avoir ce patriotisme-là, réfléchir comme ça. Le chauffeur aussi, pareil, s'il n'est pas en règle, il paye ses droits, il prend son reçu, et puis il s'en va. Et donc, il faut que chacun réfléchisse comme ça. Mais si ce n'est pas ça, ça sera très compliqué pour nous. Voilà. D'accord. Merci bien, monsieur C. Il y a plusieurs Badé qui a levé encore la main. Oui, merci Charlène. Je voudrais encore une fois remercier monsieur CI pour toutes ces informations instructives qu'il a données et apporter encore une contribution par rapport à la responsabilité individuelle dans le développement de la culture citoyenne. En fait, notre pays a un très gros problème. C'est-à-dire que depuis la tête de l'État jusqu'au dernier des citoyens, on a un problème avec la loi. Les dirigeants eux-mêmes violent la Constitution. La police, la gendarmerie ne respectent pas les principes de leur travail. La justice est instrumentalisée. Du coup, le citoyen lambda, là, il n'est pas en sécurité dans son propre pays. Et si le changement doit intervenir, ça doit commencer par le haut. Parce que ceux qui sont en haut, là, c'est eux qui donnent l'exemple et puis ça descend. Et quand ils sont décidés à donner l'exemple, c'est eux aussi qui prennent les dispositions pour qu'en bas, cela aussi se fasse. Quand on prend le même problème du racket, figurez-vous qu'aujourd'hui, dans notre pays, les policiers et les gendarmes ont des objectifs de racket. C'est-à-dire que le matin, quand tu sors pour aller sur la route, là, ton patron te dit, il faut me ramener telle somme. Du coup, quand ils s'en vont là, ils ne réfléchissent même plus. Qu'il y ait infraction ou pas, eux, ils doivent trouver forcément quelque chose pour incriminer le citoyen. Et comme la plupart des citoyens ne connaissent pas leurs droits, les gens cèdent. Sinon, ils se créent des problèmes comme l'intervenant précédent a dit. Donc, la responsabilité, là, elle commence forcément en haut. Ça peut être individuel, mais c'est le haut qui impulse. On a vu sur le président Gueye, il y a un racket. Il n'y avait plus de raquettes parce que l'État lui-même avait décidé qu'il n'y en aurait plus. Donc, vraiment, c'est vrai que la responsabilité est individuelle, mais il y a un problème de décision au niveau politique et donc décisions qui s'étendent aussi au reste de la population. En fait, c'est cette contribution que je voulais apporter par rapport à la responsabilité individuelle. Si ceux qui sont devant donnent l'exemple, ça va rejaillir forcément sur les autres en bas. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci, Péché. Allez-y, monsieur Chéri. Non, mais c'est une contribution qu'elle a apportée. C'est une contribution, mais il en reste, c'est clair que même ceux d'en haut là, c'est les individus, c'est les Ivoiriens, mais c'est chacun qui doit faire parler son patriotisme. C'est ce que j'en ai dit depuis. Chacun doit faire parler son patriotisme, chacun doit être responsable. Si on veut que le pays avance, si on veut que nous-mêmes on soit très matures, mais il faut qu'à un moment donné, on change de mentalité. Que ce soit du haut jusqu'en bas ou bien du bas jusqu'en haut, mais que chacun prenne la décision. Mais ça, pour arriver à cela, il faut une vraie sensibilisation. Il faut tourner, il faut une sensibilisation. À chaque niveau, quand tu vas voir la population, par exemple, rurale, tu ne vas pas leur dire, bon, écoutez, il faut qu'en haut la chambre d'abord pour que vous changez. Non, tu vas leur dire, changez vos visions. Mais quand tu parles et que tu sais que tu parles à un public d'en haut, tu leur dis de changer aussi. Mais c'est pour tout le monde, c'est pas pour un individu. Voilà. Et cette sensibilisation-là, il faut effectivement faire le tour de toute la Côte d'Ivoire. Déjà, je dis merci à Picheli qui tourne. Mais la sensibilisation de la culture, à la culture électorale, au civisme, au patriotisme et tout, il faut qu'elle ajoute ça à son combat aussi, à sa mission, pas à son combat. Merci. D'accord, merci bien, monsieur CI. Cela me donne en même temps la chance de dire à Picheri. Picheri, vous avez une activité de formation, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle est toujours là? Vous avez une activité de formation vous voulez parler de votre activité rapidement? Oui, merci beaucoup, Charlène. Vraiment, merci.
En fait, par rapport aux élections de 2005, notre organisation a décidé d'organiser une formation le 18 mai prochain qui va porter sur 3 thèmes. Le premier thème sera développé par M. Julien Geoffroy Kwao, qui est juriste formateur, politologue, essayiste. Il va intervenir sur les idéologies politiques, la culture démocratique et citoyenne et le rôle de la société civile. Parce que c'est important que les gens sachent que on ne va pas dans un parti politique au hasard, on ne mène pas une lutte au hasard. Quelles sont les idéologies politiques? Et par rapport à la culture citoyenne et démocratique, il y a un minimum que beaucoup de citoyens ignorent qui leur joue des tours pendant les périodes électorales. Donc, il va nous informer sur les valeurs démocratiques et citoyennes, de même que sur le rôle de la société civile. Le deuxième thème sera développé par l'honorable Afale Tiemoko sur le rôle du député et comment gagner des élections dans le contexte actuel. Que pendant les périodes électorales, il y a beaucoup de gens qui racontent beaucoup de choses aux populations qui sont pas justes. C'est pas le rôle d'un député que d'aller construire des routes. Donc, un député va venir nous expliquer le rôle du député. Et comme le contexte électoral est très difficile, avec beaucoup de corruption, d'achat de conscience, nous, on veut que l'honorable Afale Tiemoko nous enseigne sur comment on gagne des élections sans acheter des consciences. Le troisième thème va être développé par Monsieur Éric Aimé Sémian, qui est président de l'OIDH, une organisation de la société civile, mais il est aussi politiste et expert international en droit de l'homme. Lui aussi, il va venir nous parler de l'état de la société politique et de la société civile. Parce qu'il y a beaucoup de confusions qui se font et malheureusement, beaucoup agissent sur de fausses bases ou bien s'expriment sur de fausses bases. Donc, il est bien qu'on sache si on est réellement dans un état, c'est quoi un état, c'est quoi la société politique et c'est quoi la société civile. Donc vraiment, on invite tous les citoyens à cette formation. Ceux qui sont membres de notre organisation payent 5 000, les autres payent 10 000. Mais on pense que c'est des thèmes qui devraient intéresser tout le monde et on espère que, plusieurs vont être intéressés. Vraiment, Charlène, merci infiniment pour la place. Je n'y avais même pas pensé dans le cadre de ma propre émission. De rien, c'est de My Radio. Merci. Bonne émission et puis surtout n'oubliez pas de nous connecter. On aura le point de ça pour les points des actualités du mois de mai, je suppose. Donc merci bien et merci de toujours rester avec nous, Péchéry. Monsieur Sey, on va revenir à vous. Je pense que toutes les informations que Péchéry a données rentrent dans le cadre de votre thème. Voilà. Et je sais pas si vous avez des choses à ajouter. Il y a Yangoran Angela qui revient, qui nous dit que même quand on connaît ses droits, la justice ivoirienne ne respecte pas le droit du citoyen lambda. Voilà. Que dites-vous de ça? Et voilà, vous pouvez faire un ramassis, donner votre conclusion et votre mot de fin. Ah, d'accord. Pour répondre à Nyangouran, effectivement, comme je l'ai dit au début, le parfait n'existe pas. C'est vrai que en Côte d'Ivoire, comme l'a dit Péchéry, du plus petit au plus grand, tout le monde est marmailleur. Tout le monde est prêt à corrompre. En tout cas, c'est une gangrène. C'est une gangrène. Et elle a pris l'exemple de Guy Robert tout à l'heure. Guy Robert, c'était un militaire. En tout cas, on est tous témoins de la méthode qu'il a utilisée. Et ça avait réglé une partie, c'est-à-dire les raquettes et tout ça, c'était pas faux. Mais quant à la justice qui fait pas son travail, c'est vrai. Mais nous-mêmes là-haut, quand toi-même tu as ton parent qui a été arrêté, toi-même tu vas voir un juge, tu as lui donner de l'argent pour dire la café sur ton truc. C'est de part et d'autre. Chacun doit prendre conscience. Moi, mon parent a arrêté. C'est que tu as fait, on t'a arrêté là, on t'a jugé, et puis on te condamne, non, on va pas te condamner, point. Mais si moi, je prends mon courage pour aller payer un juge pour dire pardon, pour libérer mon frère, après, on va dire, les juges là, ils sont pas corrects. Donc, la corruption, c'est de part et d'autre. Voilà. C'est pourquoi je parle de prise de conscience individuelle. Que chacun prenne conscience qu'il a besoin de faire avancer son pays. Il a besoin de faire avancer son pays. Parce que nous tous, si on arrête ton parent aujourd'hui, tu payes. Tu vas voir quelqu'un, un juge, un avocat, non pas avocat, un juge, un magistrat, tu dis, écoute, voilà, j'ai mon parent qui a arrêté, il te demande l'argent, tu donnes, et puis il libère. Mais après, tu arrives derrière pour dire, ils sont corrompus. C'est toi-même qui était le premier corrupteur. Si tu avais dit non, là, tu aurais fait comment? Donc, que chacun prenne conscience. Mais c'est Nyangouran. C'est individuel. Si nous, on va pas voir les juges, là, ils vont pas venir, ils vont pas faire la corruption. C'est parce que nous, on a un problème, on s'en va les juges aussi, ils prennent son argent, on en a besoin. C'est pareil. Voilà. Maintenant, alors, pour terminer, je dirais que la culture électorale, c'est le manque à gagner, c'est ce qu'il faut aux Ivoiriens pour pouvoir, effectivement,
connaître leurs droits et devoirs. Militer pour avoir sa carte d'électeur, savoir que pour gagner l'élection là, c'est le programme de société. Ce n'est pas la poche de quelqu'un qui peut faire gagner une élection. Ce n'est pas parce que je suis connu que je dois gagner l'élection. Si tu n'as pas quelque chose dans ton programme de consistant, ta popularité peut rien te faire. Si tu n'as pas des militants inscrits sur une liste électorale, ta popularité peut rien te faire. Ça aussi, ça fait partie. Parce que c'est vrai, il y a la CEI, il y a les institutions qui peuvent faire défaut, mais ce côté-là aussi fait aussi grand défaut. Au moins que chacun joue sa partition. La population doit jouer sa partition. Mais aujourd'hui, on sait que nous-mêmes, là, à l'ouest, chez nous, là-bas, les gens, ils s'inscrivent pas. Même le jour du vote, ceux qui s'inscrivent sont au champ. Ceux qui s'inscrivent sont au champ. On peut trouver, par exemple, des gens qui sont pas de chez nous, qui peuvent gagner les élections là-bas. Mais pourquoi? Parce que ceux qui vont voter là, ceux qui sont venus d'ailleurs et qui sont installés chez nous, mais nous, nos parents, ils vont au champ. Donc, c'est aussi une réalité. Donc, la culture électorale, c'est l'affaire de tout le monde. Aujourd'hui, le fait de se faire justice, ça nous a mis en 2010 dans problème. Alors qu'on pouvait simplement aller faire recours au Conseil constitutionnel. Et donc, au fini, je dis 2025, là, c'est maintenant que ça se prépare. À chacun sa carte d'électeur. Je vote, donc j'existe. Ne pas voter, c'est s'interdire de protester. Je te remercie, Chanel. Infiniment merci, Monsieur C.I. Clément. Votre thème était très, très vaste, et je pense que son thème aussi frise un peu le monde idéal, parce que pour répondre vraiment à toutes les questions de cette question-là, il faut être vraiment dans un monde idéal où il n'y a plus de péché, hein, où il n'y a plus de pécheurs. Mais bon, on est dedans, on fait avec. Bon, les amis, je pense que c'est fini. On va s'arrêter sur le mot de fin de notre invité. Maman Soro, allez-y rapidement. Allô, Charlène, bonsoir. Bonsoir, maman. Je remercie M. CI d'avoir interpellé la jeunesse ivoirienne qui s'est fait acheter lors des élections. Après les élections, c'est fini. Ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de nourriture ni rien. Pendant des années, nous, on était là-bas avec Abidjan, avec Mme Dandilou, on les sensibilisait sur ça. Jusqu'ici, il ne peut pas changer, surtout au niveau de chez nous en Côte d'Ivoire. Dans les autres pays, vous avez vu au Sénégal, la jeunesse, dans certains pays, la jeunesse est dégourdie, est éveillée. Mais chez nous, jusqu'ici, il manque. J'encourage M. CI et Pilcheri Galé de continuer sur la sensibilisation et la mobilisation. Je félicite aussi Pilcheri Galé de nous interpeller. Sous Gueye, j'étais à Abidjan, j'ai vu sur mes yeux, il n'y avait pas ces histoires de voleurs, détournement d'argent comme on voit maintenant. Les microbes, il n'y avait pas. Donc, je les encourage de continuer à sensibiliser, de faire des séminaires de formation. Parce qu'il manque la formation à nos parents, nos sœurs, nos frères en Côte d'Ivoire, surtout la jeunesse. Voilà, il faut continuer. Ne vous découragez pas. Je vous encourage. Merci. Voilà qui est bien dit. Hein. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup, Maman Soro. Allez-y, Monsieur CI, on finit avec vous. Oui. Donc, je disais que je suis toujours disponible. Quand tu as besoin, je peux toujours revenir, on peut continuer de débattre sur le sujet. Il est très vaste, comme tu le dis. Et puis, il y a beaucoup de thématiques là-dedans qu'on peut prendre. Et puis, tout ça, ça fait partie de la sensibilisation des masses. Donc, voilà, je suis à dispo. Merci infiniment. Chers amis auditeurs, c'est fini pour ce soir. Hein. On va juste fermer les choses comme ça. On va aller se coucher avec ce qui a été dit depuis 14h30 jusqu'à maintenant. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et l'actualité en Côte d'Ivoire est vraiment très dense et prions pour notre pays. Voilà, on n'oublie pas l'activité de notre bishop du côté de Washington DC. Et Washington DC. Il y a son représentant qui est là mais qui n'arrive pas à prendre la parole. Donc c'est fini pour ce soir. Dormez tous très bien ce soir et voilà. Bonsoir chez vous. Goodbye. Tu es fatigué, faut te décider. Décide pas mon pote, ta vie t'attend. Jeez.